Alors Liam Hong-Nok, vous êtes économiste, votre dernier livre d'ailleurs vient de paraître, Les théories économiques, petit manuel hétérodoxe. Vous êtes député européen socialiste et vous êtes l'un des deux rapporteurs avec le député conservateur autrichien Othmar Karas, de ce rapport que tout le monde attendait. Alors à l'issue de cette enquête, de quoi la Troïka est-elle accusée ? D'avoir aggravé la situation, au fond, d'avoir encore appauvri la Grèce ou le Portugal ou Chypre. Mais il y a tout d'abord un problème de légitimité démocratique. La participation de la Commission européenne et de la Banque centrale, qui sont deux institutions communautaires à la Troïka, ne repose pas sur des bases juridiques solides. On ne sait pas vraiment quel est leur mandat. Vous voulez dire que personne ne les a élus, personne ne... Les textes européens ne disent pas que la Commission et la Banque centrale doivent intervenir dans cette structure intergouvernementale qui a été décidée par l'Eurogroupe, qui elle-même est une structure informelle du Conseil européen où se réunissent les États. Donc elles n'auraient pas dû faire partir de ce qu'on appelle la Troïka. Ce qu'elles ont proposé ne repose pas sur une légitimité démocratique claire et on comprend que les décisions qui ont été prises puissent être contestées dans chacun des États, d'autant qu'au sein même de la Troïka, tout le monde n'était pas d'accord. Tout le monde n'était pas d'accord. Le FMI et la Banque centrale ont souvent été en désaccord et les désaccords n'ont été délibérés dans aucune instance démocratique à l'échelle européenne. Ça s'est fait dans l'opacité la plus totale à l'Eurogroupe, qui, comme je viens de le dire, est une institution informelle. Et quand c'est arrivé ensuite dans les États membres, les gens ont eu l'impression de voir avaler ça le pistolet sur la tempe. Et les parlements nationaux n'ont pas vraiment eu le choix, quand ils ont eu la possibilité de voter, que d'entériner mais bon, on voit bien que le vrai problème, ce sont ces fameuses politiques d'austérité. Parce que si depuis, tout était rentré dans l'ordre, si la Grèce, Chypre, le Portugal, l'Irlande étaient dans un état formidable, vous ne seriez pas en train de faire une enquête pour savoir si c'était bien démocratique, cette Troïka. Ce que vous accusez au fond, ce sont ces politiques d'austérité que vous accusez d'avoir été des remèdes pires que le mal. Absolument. Mais le simple fait que dans la Troïka, il y a eu débat, montre bien qu'il existait plusieurs alternatives. Par exemple, le Fonds monétaire international était partisan d'une restructuration immédiate de la dette grecque, parce qu'il estimait que si on ne restructurait pas tout de suite, ça deviendrait rapidement insoutenable, et on était obligé de faire des politiques d'austérité budgétaire qui auraient tué la croissance, et sans croissance, vous n'avez pas de rentrée fiscale, et vous ne pouvez pas réduire la dette. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a fait de l'austérité budgétaire sévère, on a baissé par ailleurs les salaires, parce que le FMI, lui, préconisait une dévaluation interne pour maintenir la Grèce dans l'euro. Donc, comme on ne peut plus dévaluer la monnaie, on baisse les salaires. Et donc, on a baissé les salaires d'un côté, on a baissé les dépenses publiques de l'autre. Ça a freiné la croissance et la dette ne s'est pas réduite. Au contraire, parce que sans croissance, il n'y a pas de recette fiscale et le ratio de dette sur PIB a explosé. Et on a une dette aujourd'hui qui est de 175% du PIB, alors qu'elle était de 129% en 2009, au moment du début de l'assistance. Donc les facteurs de crise sont toujours présents. Alors vous avez des pays comme le Portugal ou l'Irlande qui ont à nouveau accès au financement par le marché, mais eux-mêmes ont des dettes publiques qui dépassent aujourd'hui 120% du PIB, qui est un taux jugé par le FMI insoutenable. Et il y a une fameuse controverse entre le FMI, la Commission et la Banque centrale, où le FMI expliquait qu'il avait révisé ce qu'on appelle techniquement les multiplicateurs budgétaires, c'est-à-dire les instruments qui permettent de mesurer l'impact d'une variation de la dépense publique sur la croissance. Et on aurait sous-estimé les multiplicateurs, ce qui signifie qu'on aurait sous-estimé l'impact récessif des politiques d'austérité. Ça veut dire que dès l'instant où on baisse les finances publiques de 1%, par exemple, ça a un impact immédiatement, ça baisse de la même manière. Oui, si le multiplicateur est de 1,5, ça baisse de 1,5% la production. Voilà. Si on décide de faire 10 milliards de prélèvements supplémentaires sur les gens, d'impôts, il va y avoir un effet récessif plus important peut-être que si c'est 10 milliards de dépenses publiques en moins. Tout ça, c'est qu'il y a des multiplicateurs différents qui permettent de voir... Ce qui est intéressant, c'est que ces politiques d'austérité qui semblent condamnées par le rapport que vous venez de rendre au Parlement européen, donc qui accusent la Troïka, par la même occasion, accusent tous les gouvernements actuellement au pouvoir dans l'Union européenne, qui tous pratiquent la même politique d'austérité, me semble-t-il, si j'ai bien compris. Là, le paradoxe, c'est qu'on se rend compte que ce qu'on appelle les politiques de l'offre en économie
qui sont destinées à faire face aux problèmes de compétitivité, là où elles se sont appliquées pour faire face aux problèmes rencontrés par les pays qui sont réputés les moins compétitifs, ces politiques n'ont pas fonctionné. Et le paradoxe, c'est qu'en France, on commence à les adopter, on les adopte de plus en plus fort au moment où ça ne marche pas ailleurs, là où la compétitivité est encore plus dégradée. Donc il y a une question à se poser. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités? Alors, est-ce qu'il n'y a plus personne maintenant pour défendre les politiques d'austérité, Christine Kerdelan? Non, moi, je ne défendrai pas les politiques d'austérité, mais moi ce que je trouve paradoxal, c'est quand même les députés européens vont mettre en accusation la Troïka parce qu'elle a effectivement infligé des remèdes qui n'améliorent pas les choses. Mais en fait, qui est responsable de la crise de la dette au départ? C'est quand même bien les hommes politiques qui ont arrêté de gérer l'État en bon père de famille pour les gérer en fonction de leur intérêt personnel, c'est-à-dire leur réélection proche. C'est les gens qui ont créé l'euro, parce qu'en créant l'euro, on a décidé que à partir de là, tous les pays allaient converger dans une même politique économique, une même politique fiscale, une même politique financière, alors que ça n'a pas du tout été le cas. Donc ça a divergé et plein de pays se sont mis à utiliser les nouvelles facilités monétaires qu'ils avaient avec l'euro pour dépenser dans tous les sens. Donc en fait, les politiques de Bruxelles vont accuser les politiques qui sont à la tête des États aujourd'hui, ou ceux qui l'ont été depuis 30 ans, d'ailleurs parce qu'en France, il n'y a pas eu un budget équilibré depuis Raymond Barre en 1974. Vont les accuser d'avoir mis la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est là tout ce que les chaînes info nous racontent tous les jours. Mais quand vous regardez... Oui, mais, regardez la réalité, faites votre boulot de journaliste. Mais la réalité, l'Irlande n'a pas de problème de finances publiques avant le déclenchement de la crise. Le taux d'endettement est de 29%. C'était un problème bancaire. Il n'y a pas de problème exactement. C'est pas un problème de on est irresponsable ou quoi que ce soit. En Irlande, le problème c'est quoi? C'est une bulle immobilière et financière qui claque, comme aux États-Unis, comme au Royaume-Uni lors de la crise des subprimes. C'est exactement le même cas. Et on fait payer par des politiques d'austérité le sauvetage des banques parce que la Banque centrale et l'Eurogroupe n'ont pas voulu mettre à contribution ce qu'on appelle les senior bondholders, c'est-à-dire les détenteurs d'obligations bancaires les plus puissants. Non, mais vous prenez des cas particuliers. Non, c'est pas un cas particulier. Prenez le Portugal. Le Portugal. Prenez pas trop de cas particuliers parce qu'on a plus assez de temps. Je vous prends les cas de pays. Non, mais attendez, moi je suis sur mon rapport là. Sur la Troïka. Vous prenez 4 pays. J'ai pris l'Irlande, ok? Je prends le Portugal. Le Portugal a des finances publiques équilibrées en 2008 et un ratio de dette sur PIB qui est dans les clous. Et ça explose parce qu'il y a un effet de contagion de la dette grecque. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris la dette grecque. Le problème de la dette grecque tout de suite. Si on l'avait fait tout de suite, il n'y aurait pas eu d'effet de contagion, ni au Portugal, ni sur les banques chypriotes. Et le cas irlandais, c'est un autre cas de figure que celui que je vous racontais. Attendez, ouvrons un tout petit peu le débat. Oui, je crois qu'il y a ce qui s'est passé, mais ce qui est important dans ce rapport, qui est un rapport d'initiative, il faut expliquer ça. C'est-à-dire que c'est l'expression, en fait, d'un vœu du Parlement européen. Ça n'a pas de valeur juridique en soi, mais c'est très important ce que nous avons voté, même si on n'est pas allé assez loin dans ce que nous aurions souhaité l'un et l'autre, notamment sur la transparence, puisqu'on a perdu les votes sur la transparence, on a perdu les votes sur les conflits d'intérêts entre certains organismes et les banques. Là-dessus, on a perdu. Mais sur le principe de la mise en cause, on a gagné. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce qu'il y a le passé, mais il y a le futur. Et ce qui se discutait dans la question de la Troïka, de son fonctionnement, c'est bien la question démocratique, c'est-à-dire qui contrôle qui est responsable. Personne n'est responsable là-dedans. Et nous, le Parlement européen, qui sommes le seul organe élu de tout ce système, nous n'avons en fait eu aucun droit de regard, aucune possibilité de discuter, de décider sur les décisions. Et si on ne dit pas maintenant, ça suffit. Et il faut changer pour le futur. Qu'est-ce que vous croyez que nos concitoyens vont penser quand ils vont mettre leur bulletin dans l'urne dans un mois et qu'ils se disent, eh ben voilà ce qui se passe et le Parlement finalement ne sert strictement à rien. Donc politiquement, ce que nous avons fait est extrêmement important. Et c'est pour ça que je le défends, même si c'est pas aller aussi loin. Et j'ajouterai juste un point. C'est très important aussi pour ceux qui se préparent. Parce que ceux qui se préparent, c'est pas tout à fait le même sujet que je vais aborder, mais je voudrais juste en dire un mot. C'est les questions de l'accord transatlantique. La question de l'accord transatlantique avec les États-Unis, c'est la question de savoir comment tout cela va être contrôlé et qui aura à la fin le droit de signer. Et aujourd'hui, nous parlons des États-Unis, mais ce n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est le Canada. Et le Canada, l'accord avec le Canada, il est finalisé. Nous, parlementaires européens, nous n'avons même pas le droit d'avoir accès aux documents aujourd'hui, ce qui est un scandale absolu, alors que cet accord est quasiment fini. Voilà, donc, ce qui est en cause, c'est qui est responsable des décisions qui se prennent au niveau européen. Alors, vous servez à quoi? Eh bien, c'est pour ça qu'on essaie de faire ce que l'on peut, André Berkoff. Vous allez démissionner, j'espère. Oui. Non, on a voté.
On n'a pas démissionné. Je crois que ce que vient de dire Corinne est absolument fondamental sur les dysfonctionnements de la gouvernance dans la zone euro. Moi, je voudrais revenir sur le fond du débat économique et appuyer ce que vient de dire mon collègue. Donc, j'ai 3 points. Le premier, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a imposé ces plans d'austérité budgétaire complètement idiots à la Grèce, qui n'ont servi strictement à rien. C'était parce qu'on voulait sauver nos banques à nous. Parce qu'en 2009-2010, au moment où la crise de la dette publique grecque éclate, les plus gros détenteurs de dette publique grecque, ce sont des banques françaises et allemandes. Et c'est la raison essentielle pour laquelle Bruxelles, Berlin et Paris refusent à l'époque de restructurer immédiatement la dette publique grecque comme le demande le FMI pour ne pas pénaliser nos banques. Et d'ailleurs, ce sont nos banques qui, en 2012, ont piloté la petite restructuration complètement insuffisante de la dette grecque à égalité avec les chefs d'État. Vous avez des banquiers français, allemands, qui sont allés au chevet d'Athènes en 2012 négocier la restructuration, parce qu'au fond, c'était l'intérêt de leur banque qu'ils étaient en train de défendre. Donc je crois que là, il y a un point qui est absolument fondamental, c'est les bêtises catastrophiques que nous avons faites en Grèce, qui ont abouti à détruire la société grecque, visaient à défendre et à protéger nos banques. Ça, c'est un point absolument fondamental. Deuxième point, la question de l'austérité budgétaire. L'austérité budgétaire ne marche que lorsque vous voulez vous désendetter et que vous êtes tout seul à vouloir vous désendetter. C'est le cas de la Suède dans les années 90. Vous pouvez dévaluer votre monnaie et vous êtes dans un contexte de forte croissance où personne d'autre, à part vous, ne pratique cette austérité budgétaire. Si tout le monde pratique l'austérité budgétaire en même temps, ça ne marche pas et ça provoque exactement ce que vous avez dit, la récession. À juste titre, c'est une récession généralisée. Et donc ce que nous sommes en train de faire en France aujourd'hui est l'exact contraire de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire une austérité budgétaire qui, même si elle n'est pas massive, commence à devenir de plus en plus forte. On voit les administrations publiques aujourd'hui qui pleurent parce qu'elles n'ont plus de budget. Ça, voilà. Et alors, troisième point que je voudrais appuyer, c'est, vous avez dit tout à l'heure, finalement, personne n'ose faire autre chose que de l'austérité budgétaire. C'est pas vrai. Le nouveau président du Conseil italien, Renzi, vient d'annoncer un immense plan de relance budgétaire en Italie de 50 milliards d'euros. Et sur ce point, c'est lui qui a raison. D'accord. Jean-Marc Fédida, Pierre... Non, je me disais que avec cette pratique budgétaire, les prisons dans lesquelles on voulait envoyer tous ces gens tout à l'heure ne sont pas encore sortis de terre. C'est obsessionnel, hein. Ouais. André Berkoff. Non, juste un mot. Moi, je suis très frappé. C'est vrai que c'est très bien. Juste un mot. Je ne suis pas économiste, mais l'Allemagne n'a pas pratiqué une politique de l'offre pendant une dizaine d'années, et ça lui a pas si mal réussi. Elle était la seule à le faire. Ce que disait Gaël Giraud à l'instant, ça dépend du contexte dans lequel vous pratiquez l'offre. Et alors, deuxièmement... Elle relance la demande aujourd'hui. Elle relance la demande aujourd'hui. Oui, absolument. Actuellement. Juste un mot quand même sur l'Europe. Il faut quand même se poser la question. Revenons à l'Europe des 5, il y a 50 ans. Une utopie formidable. Dans ce cœur de l'Europe aujourd'hui, si je veux aller me réfugier en tant qu'exilé fiscal, je vais en Belgique. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été foutus de faire une harmonisation fiscale à 5. Et on se pose la question, mais l'Europe, c'est 7 locomotives ou 27 locomotives et pas un wagon. Et c'est ça le problème. Et je crois que ce que vous dites, je ne juge pas, je ne suis pas qualifié pour cela. Mais quand même, quand on voit cette Europe sans gouvernance, sans véritable gouvernance, il se passe ce que vous dites. On a une Europe Permettez-moi de réagir là-dessus. On a une Europe sans gouvernance parce qu'on a encore une Europe des États où les États sont jaloux de leurs prérogatives et où les jaloux s'opposent au saut fédéral qui consisterait à construire un pouvoir législatif fort. Et je suis d'accord avec Corinne là-dessus. Il faut donner du pouvoir au Parlement européen pour contrôler un exécutif qui ne serait pas assujetti au pouvoir des États qui s'arrangent entre eux à l'Eurogroupe et qui font avaler des choses aux gens sans que ça ait été délibéré démocratiquement. Alors le vrai débat, c'est pas souverainiste contre technocratie à Bruxelles, le vrai débat, c'est de contrôler la Commission. Gouvernance ou pas gouvernance? Non, c'est un contrôle démocratique. C'est un contrôle démocratique parce que gouvernance, ça peut être un truc technocratique. Moi, je suis bien d'accord avec le déficit politique de l'Europe et de légitimité démocratique. La question, c'est est-ce qu'on arrive à l'incarner? C'est-à-dire, dans une situation de crise, moi, j'étais, sensible à l'argument de Trichet tout à l'heure. Je me disais, OK, on dit aujourd'hui l'Europe va plus mal aujourd'hui qu'au pire moment de la crise. Est-ce qu'on peut vraiment justifier ça? Il y a eu un moment où ça a été au bord de l'éclatement. Donc que la politique menée n'ait pas été formidablement efficace, moi je l'entends bien, mais il y a eu un moment où il a fallu sortir du cadre légal pour sauver ce qui existait. C'est-à-dire qu'il a fallu inventer quelque chose, en l'occurrence la Troïka, parce qu'il n'y avait rien. Moi je suis sensible à l'argument de l'avenir, c'est-à-dire l'argument de l'avenir qui consiste à dire, oui, bon, c'est pas parce qu'on a fait dans l'urgence un bricolage qui n'est pas
terriblement efficace que pour autant, il faut que ça nous engage pour l'avenir. Donc ça, votre projet que vous soulevez dans votre rapport de Fonds monétaire européen, je trouve ça effectivement très intéressant, très judicieux. Le fait que la légitimité démocratique reprenne la main, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, il ne faut pas être de trop mauvaise foi à l'égard de la situation de drame absolu, de tragédie absolue qui s'est passée dans le passé. Ce que disait M. Giraud est juste quand même. Et c'est pour ça que nous voulions faire voter une disposition sur les problèmes des conflits d'intérêts entre justement les organes de la Troïka et les banques. Parce que là, on a un problème et nous n'avons pas une majorité pour ça au Parlement européen pour voter dans ce sens. Mais alors, justement, vous n'avez pas une majorité, donc comment faire une politique efficace, une politique cohérente, si vous n'êtes pas, foutu d'avoir une majorité. C'est des majorités d'idées au Parlement européen. Hein. Donc on a déjà voté un texte qui est pas mal. Bon, on aurait voulu aller plus loin. C'est déjà pas mal. Mais je pense que l'étape suivante, ce sera effectivement un système démocratique et un système où le citoyen retrouvera le pouvoir au sein de cette démocratie. Dernier mot. Je voudrais juste souligner ce qu'a dit Corinne tout à l'heure à propos du partenariat transatlantique, parce que je suis évidemment très favorable à un projet fédéral européen. Il n'empêche que si nous signons aujourd'hui le partenariat avec le Canada puis avec les États-Unis, il n'y a plus de souveraineté politique possible en Europe. Je pense que ça, c'est absolument fondamental que les spectateurs... Il y a 2 membres de plus à l'Europe, c'est ça. Je suis sûr que ça donnera un débat dans Ce soir ou jamais, d'ici peu. Je vous remercie tous les 8 d'avoir participé à cette émission. On se quitte évidemment en musique avec François and the Atlas Mountains. C'est un groupe français. Son nouvel album sort la semaine prochaine et il nous interprète La fille aux cheveux de soie. François, c'est à vous. Change en François sans foi ni loi. Je presse le pas. Ce soir, j'ai quelqu'un à voir. Quand la fille aux cheveux de soie reçoit le soir, je me change en celui qui se laisse renverser quand je voulais son corps, encore si resserré, vouloir sentir son corps, encore si resserré. Me demande ce que je veux boire, je laisse couler, j'aime voir tout se renverser. Quand la fille aux cheveux de lin me réveille au matin, je ne sais plus au chevet je me tiens, je ne regrette rien. Quand je voulais son pas, encore si resserré, vouloir sentir son pas, encore si resserré.
Dès maintenant, pour voir tous les lives de Ce soir ou jamais et réagir à l'émission, rendez-vous sur France2.fr.